Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire un article de mon site healthfishconcours.sap.com qui consiste à savoir comment réussir sa première année de médecine. Ouais, c'était un petit peu mal dit dans le titre. En gros, pour rappel, moi je ne suis ni étudiant en médecine, ni voilà, dans la santé. En tout cas, je ne suis plus dans le domaine paramédical depuis plusieurs années. Je vais vous faire un parallèle dans l'article avec mon parcours d'entrepreneur. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas raconter ma vie. En fait, je vais vous donner des conseils concrets. Et donc, pour cela, je vais m'appuyer sur un article que j'ai écrit récemment. Comment réussir sa première année de médecine sans devenir fou. Alors, la mauvaise nouvelle, je vous dégoûte d'entrée. Et je pense que vous vous en doutez, il n'existe malheureusement aucune méthode miracle pour franchir le cap tant redouté de la première année de médecine. Mais pour autant, il y a possibilité de réussir sans devenir complètement dingue ou associable. Comme pour toute formation de santé, vous devez bien vous préparer psychologiquement à ce que va être une année aussi intense en termes de travail. Donc pour réussir votre première année de médecine, il n'y a pas de méthode de travail meilleure qu'une autre. Tout simplement parce que chaque personne est différente et adoptera sa propre méthode. Et étant donné que j'ai rédigé cet article, je le lis en même temps, je vais vous apporter des conseils, donc comme je le disais, issus de mon parcours d'ex-aide-soignant, alors voilà, toute proportion gardée, puis entrepreneur en ligne, pour réussir votre première année de médecine. Le premier conseil, c'est de faire preuve de régularité, c'est-à-dire que c'est vraiment, je pense, un des piliers de la réussite, quel que soit le domaine d'études, même dans la vie personnelle. C'est vraiment être régulier. Je vais vous prendre un exemple complètement opposé à la médecine, mais vous allez comprendre. Donc voilà, encore une fois, sans raconter ma vie, mais juste pour l'anecdote, dans ma vie personnelle, je suis donc guitariste amateur, donc pour m'amuser. J'ai joué quelques concerts, voilà, bon, mes solos ressemblent à peu près à quelque chose. Tout ça pour vous dire que rien que réussir ça, je l'aurais pas eu sans un minimum de persévérance. Donc c'est vraiment la clé d'une réussite, aussi modeste qu'elle soit. Alors bien sûr, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. On est humain, on a tous mille et une choses à faire et parfois la rigueur nous fait défaut. Donc il va falloir mettre en place des routines qui vont se traduire dans votre cas par des habitudes de travail. Alors on ne vous demande pas d'avoir un chrono dans les fesses pour être poli, et comme je le dis dans l'article, ça ne va pas être hyper agréable. Mais pour rappel, vous voulez être médecin, donc c'est quand même pas rien, quoi. Logiquement, de base, évitez de vous coucher à 5h du matin pour être une loque le lendemain matin. Donc, alors je dis avec humour dans l'article que voilà, vous avez 18 ans et pas encore 25, vous verrez, mais quand même. Adopter des habitudes dramatiquement simples, juste déjeuner le matin, manger équilibré, se coucher à heure fixe, ça ne veut pas dire de se coucher à 9h du soir, voilà, vous pouvez, faut pas exagérer non plus, mais juste avoir on va dire une sorte de rituel et travailler à heure régulière. Et en procédant ainsi, quel que soit le résultat de votre année, en admettant malheureusement, vous passez pas, alors je crois qu'il y a la nouvelle réforme. Je rentrerai pas dans les détails parce que je voudrais pas dire de conneries là-dessus, mais grosso modo pour moi, et si je l'assimile à ce qui a été fait pour les aides-soignants, les infirmiers, on est à peu près sur le même genre de sélection qui est encore plus dur. Mais bon, après ce n'est que mon avis. Et tout ça pour dire que voilà, même si malheureusement vous n'êtes pas pris parce que y a tel facteur, il y a surtout des gens qui sont malheureusement devant vous, c'est pas qu'ils sont meilleurs ou quoi, c'est que en soi, c'est comme ça, il y a un classement. Dans tous les cas, vous aurez réuni toutes les conditions pour vous donner la possibilité de réussir, voilà, sans avoir de regrets. Le deuxième conseil, c'est de trouver votre routine de travail sans pour autant vous flinguer la santé. Donc, comme dans toute routine de travail, il va falloir trouver votre propre rythme idéal. Votre propre rythme, ouais, c'est peut-être mieux. Donc, pas la peine de copier bêtement la méthode de travail et les gris-gris, entre guillemets, d'un autre étudiant en médecine, si ça vous correspond pas. Pour reprendre un exemple sur l'entrepreneuriat, j'ai fait le constat un jour avec un ami collègue entrepreneur. Il se lève à 6h du matin, il finit ses journées à minuit et il enchaîne toute la semaine comme ça. Comme je le dis dans l'article, moi si je fais ça, ma tête elle explose à la fin de la semaine. Enfin, c'est pas possible pour moi. Je pense que physiquement ça serait compliqué.
Pour définir votre routine idéale, posez-vous certaines questions. Est-ce que vous êtes du matin ou est-ce que vous êtes un couche-tard? Est-ce que vous faites une sieste comme les gens de 80 ans et plus? Quelle est votre heure maximale de productivité? Et dès lors que vous aurez répondu à ces quelques questions et que vous aurez mis en application votre emploi du temps idéal, vous pourrez commencer à bosser un peu plus efficacement. Enfin, plus efficacement. Troisième conseil, c'est de garder une vie à peu près normale. Je dis à peu près parce que, encore une fois, je ne suis pas complètement dedans. J'en déduis que voilà, les étudiants en médecine, d'après les témoignages que j'ai eus et des amis, notamment l'ex d'un pote voilà, qui était en médecine, c'est pas un cursus qui est, on va dire, normal et qui est tranquille surtout. Donc je vais vous prendre deux exemples pour illustrer l'importance de garder une vie normale. Le premier exemple, c'est, à travers ce que j'ai vu, c'est un reportage que j'avais vu à la télé sur un étudiant en médecine. Le mec, il était tellement bouffé par le stress qu'il perdait ses cheveux. Donc voilà, comme je le dis dans l'article, pour le bien de vos cheveux, et les filles notamment, pensez à vous accorder des pauses durant votre cursus de première année. Et le deuxième exemple, là on est un peu en mode égocentrique, du coup là c'est moi-même. Quand j'ai commencé à entreprendre sur internet, j'avais pas encore créé ce site internet et j'étais vraiment en galère totale à créer une chaîne YouTube dans mon ancien appartement à côté de Lyon, et ça a jamais décollé. Enfin bon, voilà, je gagnais pas une thune avec mes parents qui me prenaient pour voilà, qui pensaient que qui comprenaient rien à ce que je faisais. Enfin bref, c'était et mon entourage qui comprenait rien. Bref, c'était la merde, et tout ça pour dire que si on fait le parallèle avec des études de médecine, toute proportion gardée, encore une fois, il faut quand même penser à s'accorder ce que j'appelle des respirations. Sortir au ciné, boire un verre entre amis, manger au resto, etc. Et même si vous culpabilisez parce que vous avez peur de perdre des places dans ce système de classement qui est juste inhumain au passage, il ne faut pas oublier que c'est aussi parce que vous savez prendre des pauses et vous oxygéner que vous optimisez, vous maximisez vos chances de réussir. Le quatrième conseil, c'est devenir un pro de l'organisation. Donc maintenant, je pense que vous avez quelques idées sur la manière dont vous fonctionnez. Vous avez commencé à définir une routine de travail efficace, tout en conservant un minimum de vie sociale et culturelle à côté de vos cours de médecine. Donc il va falloir maintenant s'attaquer à l'organisation. Mais pas de panique, encore une fois, on va fonctionner avec quelques questions, voilà, c'est mieux, qui vont vous triturer les méninges. Donc où travailler pour bénéficier d'un maximum de concentration. Voilà, typiquement, je pense que si vous êtes étudiant, vous avez votre petit appart, etc. Je sais pas, vous êtes sur Paris par exemple ou autre, vous n'êtes pas obligé d'être à Paris, c'est juste un exemple, parce que voilà, on a le cliché de l'étudiant qui est un peu dans sa boîte, quoi, et qui doit taffer. Mais toujours est-il que voilà, trouver un endroit avec de la concentration, enfin où vous pouvez vous concentrer plutôt que d'être chez vos parents sur la table de la cuisine. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, quoi, surtout pour des études de médecine. Quand travailler, alors on l'a déjà vu auparavant, j'avais écrit ça dans l'article, et ensuite avec qui vous pouvez travailler pour être plus efficace. Alors je vais vous prendre un exemple qui va vous faire sourire peut-être à votre niveau, c'est que moi en cursus aide-soignant, on faisait des groupes en fait où on bossait ensemble. Quand il y avait un module à réviser, enfin à passer, quoi, un examen je veux dire, évidemment il fallait l'obtenir, donc du coup on se groupait et puis voilà, on commençait à travailler ensemble, etc. avant d'enchaîner sur une soirée le soir. Voilà, ça n'empêchait pas, l'un n'empêchait pas l'autre. Bon, c'est vrai que c'était pas non plus, c'était pas d'une difficulté incroyable, donc, mais tout ça pour dire que voilà, on travaillait ensemble, et cette énergie-là, si je puis dire, elle était efficace. Et ensuite, ce que je vous conseille, et par le biais d'étudiants en médecine que j'ai interrogé pour cet article-là, c'est n'hésitez pas à vous faire un magnifique planning. Pourquoi j'ai écrit magnifique, c'est bizarre. Avec les matières à réviser, oui, parce qu'en fait je déteste les plannings. Enfin, voilà. Bref, je trouve ça affreux de tout cadrer comme ça. Mais bref, voilà, faites un planning avec vos tranches horaires favorites, là où vous êtes le plus efficace, etc. Donc si possible, commencez par les matières qui vous semblent insupportables, pour finir la journée sur une bonne note. Après, vous faites comme vous voulez, voilà, c'est juste une manière de faire, c'est-à-dire ce qui est le plus chiant, vous le faites en premier. En fait, ce que je viens de vous dire, moi je fais exactement l'inverse, donc voilà, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, oui c'est ça.
suis pas trompé. En tout cas, c'est comme ça que je fais pour gérer modestement, encore une fois, mon entreprise en ligne, enfin ma micro-entreprise. Encore une fois, pas de méthode miracle, c'est à vous de voir. Je ne suis pas voilà, je suis pas, comme je le dis dans l'article, je suis pas un malade de l'organisation, mais la seule chose que je fais à titre personnel, c'est juste voilà, d'écrire les tâches que je dois faire chaque jour sur un carnet, et c'est aussi simple que ça. C'est très basique. 5e conseil, les gourous du développement personnel vous diraient de croire en vous. Alors, n'est pas David Laroche qui veut. Alors bon, j'ai un peu de mal avec lui, mais bon, c'est pas le débat. L'idée ici, c'est pas de vous dire que vous pouvez faire tout faire si vous voulez vraiment, comme je le dis encore une fois dans l'article, grimper une montagne à la verticale, faire 16 fois le tour du monde avec un SMIC. Non, faut être réaliste. Si vous ne révisez pas je bégaye, et que donc vous ne travaillez pas, vous allez échouer. Voilà, c'est aussi bête que ça. Par contre, il est important de garder confiance en vous, en vous répétant les affirmations suivantes. Je ne vaux pas moins qu'un autre, nous sommes tous à égalité, je vais m'organiser de telle manière, réviser telle matière, et je vais avoir de bonnes notes. Alors je sais que certains d'entre vous, ils sont peut-être un peu en mode lion dans l'arène en fait, et qu'ils veulent bouffer les autres. Moi personnellement, c'est pas ma philosophie, donc évidemment, là, ce que je vous dis là, c'est quelque chose de très, de très équitable, voilà, c'est pas quelque chose d'agressif ou quoi, mais dans le même genre en fait, dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir des entrepreneurs qui vont vous dire, sortir des phrases du style ne sois pas un mouton, deviens un lion, ou des trucs comme ça. Bon, moi perso je trouve ça un petit peu débile, surtout que c'est pas eux qui ont forcément les meilleurs résultats, et compensés par de l'agressivité, parce qu'on est potentiellement moins bon que les autres, c'est pas super intéressant je trouve, mais bon. Donc toujours est-il que l'idée c'est de chasser le doute et la négativité de votre esprit. Encore une fois, je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de similitudes. Et vous pouvez, je vais quand même rester optimiste, mais vous pouvez malheureusement, faut aussi vous poser la question, que faire si malheureusement je n'arrive pas à obtenir cette année en une fois ou deux. Vous pouvez vous dire par exemple, je rentrerai en école d'infirmier si malheureusement j'échoue, j'irai suivre tel cursus de santé à la prochaine rentrée, une phrase aussi positive, je suis encore jeune, j'ai tout l'avenir devant moi, sérieux quoi, vous avez 18-20 ans pour les plus âgés peut-être qui rentrent dans ce cursus là, putain c'est dur, donc voilà, faut pas se mettre une pression inutile. Moi je dis ça par rapport à mon parcours professionnel, mais c'est vrai que quand on a 22 ans, 23 ans, et que là on est en train de se dire il faut absolument que je trouve quoi faire de ma vie, etc. En fait, en relativisant, c'est complètement débile, quoi, parce que finalement, je fais une petite parenthèse en dehors de l'article, mais finalement chaque schéma qu'on va tester, on peut le changer en fait. Enfin, il n'y a rien de complètement figé, etc. On peut toujours, quel que soit son âge, bon, je dis pas vous avez 90 ans, là c'est vrai que ça commence à être un petit peu tard. Mais voilà, je veux dire entre 20 et 30 ans, il y a quand même la possibilité de faire des changements d'orientation, cursus, etc. Et même après. Hein. Donc quand je vous dis ces phrases-là, je suis encore jeune, etc., j'ai tout l'avenir devant moi, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'estime qu'en chassant un maximum la pression liée au concours de médecine, et c'est valable dans d'autres domaines, vous allez enlever tout enjeu qui vous paralyse. Et c'est ce qui va vous libérer en fait. C'est comment dire, en fait, je reprends un exemple, encore une fois dans l'entrepreneuriat, même si ça va sans doute pas trop vous parler, mais voilà, vous allez comprendre, c'est qu'une entrepreneuse disait j'étais pas bien dans mon travail, enfin bref, elle avait fait un bac plus 5, elle travaillait, etc. Mais voilà, c'était pas, elle travaillait à la défense, bref, elle avait une grosse pression, elle avait un gros salaire, mais ça lui suffisait pas, il y a un truc qui allait pas. Et puis un jour, elle a dit qu'elle avait commencé à créer son projet en ligne, et puis elle a commencé de fil en aiguille comme ça à avoir des résultats. Et en fait, elle a commencé à gagner suffisamment d'argent pour déjà subsister quoi, de manière alimentaire, et en parallèle, entre-temps, elle continuait à travailler à McDo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a libéré cette pression-là qu'elle avait, cet enjeu de il faut travailler pour couvrir ses charges, etc. Et il y a une forme de pression, évidemment. Faut être bon au travail, il faut être performant, etc. Et elle, en fait, quand elle était à McDo, elle disait que d'un coup, en enlevant cette pression, naturellement, elle s'est mise à devenir excellente. Alors,
c'est relatif, voilà, comme elle disait en rigolant, elle faisait des frites, j'ai rien, attention, j'ai rien contre les gens qui travaillent à McDo, bien au contraire, moi j'ai fait beaucoup de petits boulots, etc., j'ai eu la chance de ne pas le faire, de pas aller à McDo, voilà, enfin bref, j'ai un pote qui avait bossé là-dedans, c'était un peu l'enfer, franchement c'est des boulots où, voilà, en termes de cadence, c'est super dur. Mais tout ça pour dire, voilà, c'était pas compliqué en soi, elle faisait des frites, etc. Mais l'idée, c'est qu'en enlevant cette pression, il y a ses supérieurs qui ont remarqué que, voilà, elle était, enfin les managers, les mecs avec les chemises blanches, là, ils ont remarqué en fait que, elle était meilleure, et donc, ils lui ont donné une promotion en fait. Donc, petit à petit, voilà, ils lui ont dit, écoutez, voilà, vous excellez dans ce que vous faites, etc. Et petit à petit, voilà, de manière complètement libérée, naturelle, elle a pu performer dans son travail. Et bien sûr, après elle est partie, mais en tout cas, c'est toujours est-il que, voilà, en enlevant cette pression-là, d'enlever ce truc de se dire, voilà, on joue toute sa vie là-dessus. C'est vrai que l'échec en médecine, je crois que vous pouvez en avoir 2 maximum, mais l'idée, c'est d'enlever ça, parce que sinon, justement, malheureusement, vous mettez tellement de pression que vous risquez d'échouer la première année, et si vous êtes dans ce processus-là, la deuxième année, encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ça risque de coincer. Alors pour conclure cet article, parce que je pense que c'était relativement long, écoutez, j'espère sincèrement que cet article vous aura aidé à vous organiser pour réussir votre première année de médecine et vous enlever un maximum de pression. Au contraire de certains articles fades et répétitifs qui ont été écrits sur le sujet, j'insiste sur le fait que vous ne jouez pas votre vie en voulant faire médecine. Notre existence, de mon point de vue, j'estime qu'elle elle est souvent bien faite, que parfois il y a des coups du sort, j'ai pas envie de dire qu'ils sont nécessaires, mais qui permettent de rebondir sur autre chose. Donc en cas d'échec, dites-vous qu'une autre place vous attendra ailleurs pour réussir professionnellement. Et voilà, merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout et n'hésitez pas à laisser vos impressions.